Avant de commencer ce discours, un de mes plus importants de ma longue carrière, et un des derniers surtout, je voudrais vous remercier tous parce que je vois la salle bien pleine. Vous avez tous répondu à cette invitation à des échanges ordinaux pendant 48 heures. Et je crois que votre présence, aussi nombreuse, est une bonne réponse si on s'interroge sur la vitalité de l'ordre. Merci à tous. Madame la ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales du Sénat, Monsieur le professeur Raphaël Gaillard de l'Académie française, Mesdames et Messieurs les Présidents, chères consoeurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs, Madame la Ministre, et si vous me le permettez, chers consoeurs, je vous suis très reconnaissant d'avoir accepté de présider le congrès 2024 de l'Ordre des médecins. Vous avez devant vous les présidents, secrétaires généraux, trésoriers, de nombreux conseillers ordinaux, les conseillers nationaux, c'est-à-dire tous les acteurs et les forces vives de notre institution. Merci d'être avec nous ce matin, Madame la Ministre, quelques semaines après seulement, après votre prise de fonction, qui, nous le savons tous, se fait dans une période difficile, avec d'emblée le débat budgétaire du PLFSS et l'accumulation de dossiers complexes et polémiques. Il en est ainsi notamment de l'enjeu sociétal et de santé publique, qui concerne l'accès aux soins et la sécurité des patients. Il y a une attente forte de la population dans tous les territoires. Nous en sommes tous conscients et c'est ça qui nous oblige. Madame la ministre, avec les patients, les médecins sont au centre de cet enjeu éminemment politique et doivent être considérés comme les acteurs majeurs sans lesquels les patients ne peuvent être pris en charge ni soignés, et cela que ce soit à l'hôpital, dans les territoires en libéral, mais également dans la médecine salariée. Chaque jour, les médecins français examinent des millions de patients, assument une charge de travail considérable, allant bien au-delà des horaires raisonnables. Et cependant, les médecins sont la cible et cristallisent les attaques de toute nature. J'avais mis de tous ordres, mais je l'ai rayé. Les rendant responsables du manque d'offres de soins dans les territoires. Les médecins, nous le savons, sont dramatiquement en nombre insuffisant et sont les premiers, avec les patients, à souffrir de cette pénurie. Les médecins, au terme d'études longues, au minimum 10 années, et difficiles, exigeantes, dans chacune des 44 spécialités, acquièrent de hautes compétences qu'ils sont les seuls à maîtriser. Ces compétences leur donnent une connaissance globale de la médecine et de la pathologie des patients, leur permettant de faire des diagnostics et de pouvoir préconiser une prise en charge thérapeutique adaptée. Il y a quelques années, en m'écoutant, Madame la ministre, je me serais dit « Quel est l'intérêt de dire de telles évidences devant un ministre de tutelle chargé de la santé et de l'accès aux soins ?» Et vous pressentez sûrement la suite de mon propos, qui ne se veut pas polémique, mais juste et réaliste. La compétence ne se décrète pas, elle s'acquiert par des formations souvent longues, exigeantes et indispensables. Nous le devons aux patients. Alors oui, l'examen du médecin est indispensable. Et le droit de chaque patient est d'avoir accès au médecin pour garantir la sécurité et la qualité des soins. Ces principes que je tiens à rappeler se heurtent à la dure réalité de la pénurie démographique. Cette pénurie, nous savons tous comment elle s'est constituée et nous constatons qu'elle s'aggrave ou ne se corrige pas. Les jeunes confrères terminant leurs 10 années d'études ne s'installent pas, et pire, certains d'entre eux ne vont même pas vers le soin. D'autres confrères quittent leur exercice et quittent le soin pour se consacrer trop souvent à des activités telles que la médecine esthétique, beaucoup plus lucrative, bien évidemment. L'ordre, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, l'ordre est opposé à toute coercition. Elle entraînerait immanquablement
une perte d'attractivité de la profession et une crise des vocations. L'Ordre, Madame la Ministre, pour sortir de cet éternel constat, a fait à vos prédécesseurs plusieurs propositions, 5 en tout, dans l'objectif clair d'améliorer l'attractivité de notre profession de médecin. La plus emblématique d'entre elles est le rétablissement de la VAE ordinale et universitaire. La conférence des doyens et l'Ordre sont associés dans cette proposition. L'objectif est de permettre aux médecins une deuxième activité secondaire, de permettre de décloisonner les filières, de donner de la souplesse et de la fluidité aux carrières, ce qui pour nous est le moyen d'améliorer l'attractivité de la profession de médecin. Il y a d'autres possibilités, options FST, deuxième DES, qui vont dans ce sens également, mais il faut pouvoir permettre une offre massive pour ces évolutions sous le contrôle de l'Ordre, de la conférence des doyens et bien évidemment sous la tutelle de l'État. La deuxième proposition à laquelle nous sommes attachés est l'encadrement de la formation et de l'exercice de la médecine esthétique. C'est une urgence. Nous devons protéger la population contre les conséquences d'une dérive la mettant parfois en danger, y compris pour les classes d'âge de l'adolescence. Madame la Ministre, nous comptons sur votre soutien sur ces deux propositions. Au-delà de la signature de la Convention, qui a rattrapé partiellement le retard de rémunération majeur, la profession reste dans une situation très préoccupante et ne parviendra pas en l'état à assurer l'accès aux soins de l'ensemble des territoires. Je souhaite m'adresser devant vous, aux médecins. Malgré les efforts qu'ils assument jour après jour pour répondre à la demande, trop de patients restent en difficulté pour accéder à un médecin. Les équipes de soins territoriales doivent être constituées partout sur le territoire français. Les médecins doivent s'approprier cette organisation et la construire sous leur coordination. En partenariat avec les autres professions de santé, une organisation territoriale est possible, permettant de trouver du temps médical. Mais même s'ils confient en fonction de leurs compétences d'autres activités à des professionnels de santé, et parfois en autonomie, le médecin doit rester la garantie pour le patient que le juste soin lui sera prodigué et que sa sécurité sera préservée. Je redis devant vous qu'il n'est pas possible de concevoir qu'un patient diabétique, pour citer cet exemple, soit pris en charge sans examen médical préalable, que ce soit pour le bilan initial et que ce soit pour la prise en charge thérapeutique. Dans de nombreux territoires, loin des états-majors parisiens, les professionnels de santé y travaillent déjà dans ce schéma, avec les médecins dans une parfaite coordination et en parfaite harmonie. Madame la ministre, vous honorez de votre présence un événement ordinal majeur qui est notre congrès triannuel 2024. Lors de mon introduction, j'ai cité l'ensemble des élus ordinaux qui sont les acteurs de l'institution. Ils sont tous là. Et je souhaite, à cette occasion, devant vous, les saluer et les féliciter d'assumer les missions de service public de l'Ordre sur l'ensemble du territoire. Je souhaite associer l'ensemble des collaborateurs qui sont à nos côtés avec leur expertise et leur motivation. C'est une charge lourde, exigeante, quotidienne. Ils doivent s'assurer des compétences et des qualifications, veiller au respect par tous des règles professionnelles, tenir le tableau des inscriptions, mission régalienne et ancienne, puis s'assurer de la probité et de la moralité, j'insiste, et des compétences des médecins dans leur exercice et faire respecter la déontologie. Ces dernières années, nous avons constaté des évolutions sociétales majeures qui sont venues impacter fortement notre profession de médecin et le rôle de l'Ordre. La violence qui gangrène notre société s'est infiltrée et touche dangereusement la profession médicale. L'enquête de l'Observatoire de la sécurité des médecins, mis en place par l'Ordre, a dévoilé une hausse inédite de ces violences envers les médecins, tout en sachant que ces chiffres sont largement sous-estimés. Les médecins ne déclarant pas systématiquement les agressions dont ils sont victimes, malgré le dispositif mis en œuvre par l'Ordre. Je salue l'arrivée du docteur Neuder, rapporteur général de la Commission des affaires sociales. Merci d'être là.
L'Ordre a mis en place dans les 103 départements des commissions vigilance, violence et sécurité, les fameuses commissions VVS, en signant dans les 103 départements des conventions avec les parquets pour une meilleure efficience. Dans les 103 départements, les conventions ont été signées avec les parquets. Enfin, sur ce sujet, nous allons promouvoir auprès des médecins la diffusion du bouton poussoir d'alerte, qui fait partie des 42 propositions du ministère et qu'il est urgent d'activer. Autre sujet majeur et sociétal, les violences sexuelles et sexistes, VSS, sujet de société qui n'épargne aucune communauté. La profession médicale, hospitalière, libérale, salariée est touchée par ce fléau. Les médecins en sont les victimes, mais aussi, hélas, parfois, les auteurs. Et depuis plusieurs années déjà, l'Ordre tente de mettre en place des procédures et un filtre pour repérer et sanctionner ces médecins auteurs de violences sexuelles et sexistes. L'Ordre a souhaité, en partenariat avec Madame la Défenseure des droits et un syndicat de jeunes médecins, avoir une appréciation précise de la situation et a diligenté une enquête auprès de tous les médecins sur les violences sexuelles et sexistes au sein du corps médical. Les résultats de cette enquête, 21 000 réponses, c'est considérable. Les résultats de cette enquête seront présentés lors de l'Assemblée générale de l'Ordre qui aura lieu samedi prochain, samedi matin, et rendus publics dès la semaine prochaine. Vous en serez, Madame la Ministre, bien sûr, la première destinataire. Les médecins victimes de VSS doivent savoir que l'Ordre est à leur côté pour surmonter leurs souffrances et nous mettons en place un dispositif d'accompagnement déontologique et d'entraide. Quant aux médecins qui, hélas, sont auteurs de violences sexuelles et sexistes, ils doivent savoir que l'équipe que j'ai l'honneur de présider a décidé, au cours d'un séminaire, afin de lutter contre ce fléau, de mettre en place un dispositif de traitement des plaintes et signalements, notamment concernant ces violences. Une commission nationale des plaintes, un logiciel de gestion reprenant l'ensemble des plaintes déposées auprès des conseils départementaux, la création d'une page dédiée aux victimes de violences sexuelles et sexistes de la part d'un médecin sur le site même de l'Ordre des médecins, l'établissement d'un référentiel commun sur les critères de probité et de moralité que nous devons exiger des médecins et étudiants en médecine. Toutes ces mesures constituent le cadre garantissant l'action indispensable de l'Ordre pour lutter contre ces VSS dont les médecins ont été les auteurs et se prémunir contre les insuffisances de prise en compte. Notre objectif, Madame la Ministre, est la tolérance zéro. Madame la Ministre, j'aurais bien évidemment souhaité évoquer d'autres sujets très actuels, comme la certification des médecins, dont nous attendons les textes, la financiarisation de l'offre de soins contre laquelle l'Ordre reste déterminé et attend une nécessaire loi, la loi sur la nécessaire loi, nous l'attendons, la loi sur la fin de vie, pour laquelle l'Ordre, vous le savez, s'est positionné en 2023, après avoir réalisé un sondage auprès des médecins ordinaux. Nous avons publié la position de l'Ordre sur le rôle et la place du médecin auprès du patient en fin de vie. Nous sommes à votre disposition pour reprendre ce débat, essentiel pour notre société, et faire entendre, comme nous l'avons déjà fait, l'avis des médecins directement impactés et concernés par ce projet de loi. Nous avons également créé au Conseil national une commission handicap et nous allons rendre cette commission statutaire dans les départements très prochainement. Enfin, le vaste chantier de l'intelligence artificielle auquel une table ronde de notre congrès sera consacrée. Et pour terminer, nous souhaitons évoquer devant vous les conditions d'exercice des médecins hospitaliers, libéraux et hospitalo-universitaires. J'ai ainsi convié, comme je vous l'avais demandé, 3 de nos confrères qui s'acquitteront mieux que moi de cette mission. Madame la Ministre, j'ai probablement été un peu long, mais quel sujet ne méritait pas d'être évoqué avec vous ce matin? Vous le constatez, l'Ordre des médecins se mobilise, affronte les difficultés qui sont réelles, se modernise, a mis en place la parité au sein de l'institution, a entrepris les réformes financières indispensables et poursuivra son action pour protéger les patients et accompagner les médecins. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, vous aurez l'occasion de répondre, bien évidemment, dans quelques instants, mais je vais appeler, pour continuer nos débats, le médecin dans son environnement professionnel en 2024. Je vous demande d'accueillir Madame Rachel Baucher, présidente de l'intersyndicat national des praticiens hospitaliers. Madame, vous avez le pupitre pour vous et à peu près 5 minutes, s'il vous plaît. Madame la ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre, cher François, chers confrères, chères consoeurs. Tout d'abord, merci. Merci de m'avoir convié à cette table ronde sur une problématique qui m'est chère, le futur de la relation médecin-patient, et donc sur un avenir à construire ensemble. Voilà, j'ai une certaine idée de la médecine. J'aime mon métier de médecin comme j'aime la vie. Dans ce propos introductif, j'indiquerai d'emblée que ma réflexion est issue de nos engagements, à l'interface du politique et du technique, du collectif et de l'individuel, pour s'inscrire dans une démarche de santé publique au cœur du débat politique, au-delà des théories, des lieux et des pratiques. Entre médicalisation et socialisation, la santé et donc l'exercice de la médecine sont au carrefour de grandes mutations contemporaines de l'innovation et du progrès. Dès lors, du triangle hippocratique patient, médecin, maladie, on assiste à un autre triangle, celui de la médecine sociale et préventive, fondé sur la relation triangulaire santé, médecin, population. Ainsi, la nature de l'acte médical a bien changé face aux différents défis. On pense non seulement aux défis informatiques, aux exploits technologiques toujours plus pointus, aux dérives écologiques, économiques et médiatiques, aux difficultés administratives, avec les protocoles à l'envi, et ainsi aux différents droits des patients, droit à savoir, droit à l'écoute, droit à la sécurité, droit à l'accès aux soins. Voilà le maelstrom duquel doit surgir une pensée innovante où tradition et engagement doivent être conjugués au temps présent de l'évolution professionnelle, technique et sociétale à l'aune des nouveaux droits, des nouvelles demandes, des nouvelles attentes, pour ne pas dire des nouvelles exigences. Je rappelle qu'il faut avoir l'esprit libre pour soigner. Dans une société marquée par l'hédonisme, l'individualisme, le consumérisme, on peut constater que la médicalisation massive, parfois excessive, de tous les problèmes de société. Nous pensons aussi aux situations d'exclusion, de violence, de précarité, même de chômage, d'où émerge une nouvelle approche vers des mots MAUX, nouveaux, en moins, au moins par leur récurrence. Les enjeux sont de taille pour nous, les médecins, qui ne sont pas en reste de modernité. Ces enjeux, rapidement, 3. Définir les limites de notre action dans un cadre éthique. 2. L'importance de la santé. Madame la ministre, dans les choix de la nation, rappelons que la santé figure au premier plan des préoccupations de nos concitoyens. 3. Le rôle du médecin de demain. Quel est-il? Prestataire de services, technicien au pied d'argile, gestionnaire des besoins de santé de la cité ou tout simplement humaniste à l'écoute du sujet souffrant et désirant. Sageons garder cette approche globale, holistique de la santé qui doit être au cœur des préoccupations sociétales. Le premier droit professionnel doit rester notre droit fondamental et élémentaire, celui de soigner, c'est-à-dire, faut-il le rappeler, celui de prendre soin. Tout simplement parce que l'homme n'a pas changé, malgré les nouveaux révélateurs de la modernité. Le danger n'est pas la connaissance, mais bien l'utilisation qui en est faite. Nouvelle connaissance, nouvelle situation, nouveaux choix. D'où l'importance d'un questionnement éthique permanent dans la réorganisation du système de santé. Ce système de santé français doit s'adapter à l'évolution démographique de la société, comme vous l'avez dit, Madame la Ministre. Pour autant, cela ne doit pas priver de poursuivre nos efforts de solidarité, source de notre particularisme, en prenant en compte des orientations de structuration du système, des orientations que nous avons à co-construire. La santé devient alors l'affaire de tous, c'est un constat. Vivre et bâtir la médecine du XXIe siècle, c'est aussi contribuer à l'avenir de l'homme.
Lors du précédent quinquennat, certaines choses ont été entreprises, beaucoup d'alertes lancées, comme certains dossiers au moment du Ségur. Certes, nous pouvons dire qu'une partie du travail a été accomplie, néanmoins, il reste des déceptions, de nombreuses attentes qui doivent être fédérées autour de 3 questions. Le financement du système de santé, qui doit bien sûr s'adapter aux besoins populationnels, une gouvernance, en ce qui me concerne l'hospitalier, une gouvernance bienveillante, territoriale et régionale au service des soignants et des patients, et 3, les statuts des acteurs médicaux. Pour nous, au niveau de mon intersyndical, l'INPH, les missions sont soigner, transmettre, former, accueillir, donner envie, donner confiance, prendre en charge, dans le cadre d'une prise en charge globale, et ne pas oublier l'innovation et l'invention. Cette conjonction de difficultés nous dirige vers un certain nombre de constats, c'est bref, connus comme autant de défis. 3. Organiser une cohérence d'équipe autour de professionnels tous experts, rarement interchangeables. 2. Chacun aspire à une liberté dans la gestion de son temps de travail, conjuguée à l'aune des directives européennes et du droit français. Et 3. Conjuguer la satisfaction des patients qui souhaitent rester, c'est vrai, le moins longtemps possible à l'hôpital, et donc donner de la souplesse aux organisations autour de temps d'hospitalisation courte. Je m'arrêterai juste un trait court instant sur cette notion du temps. Le temps reste la donnée essentielle de nos vies, de nos plaisirs et de nos satisfactions. Mais le temps est aussi une donnée sur laquelle on a le moins de contrôle, notamment dans mon exercice hospitalier. La crise que nous traversons, notamment à l'hôpital, n'en est pas moins qu'une crise des temps associée à une crise des organisations, à une crise des financements. Le sentiment vécu de chaque professionnel, pris dans l'engrenage du temps des autres, interroge sur le sens propre des missions. Il découle ainsi une forme particulière d'éthique de la responsabilité qui doit bien être à l'horizon des responsabilités de tout médecin, de tout soignant. Je me permettrai de conclure ce court propos en citant Richelieu. Il ne faut pas tout craindre, il faut tout préparer. C'est pourquoi, Madame la Ministre, nous aimerions davantage préparer, anticiper, pour agir, convaincre, faire vivre notre engagement quotidien de médecins, de praticiens hospitaliers au plus près des réalités, notamment hospitalières. Nous comptons sur vous, sur nous tous, ensemble, pour restaurer la confiance et conforter l'espoir. C'est l'engagement que nous devons prendre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Bochet. Merci. Je vous en prie, vous pouvez rejoindre le président. Je vais appeler Antoine Leveneur, s'il vous plaît, le président de l'UNPS, c'est l'Union nationale professionnelle de santé. Vous avez exactement le même exercice, s'il vous plaît. Le pupitre vous attend. Et la salle aussi. Bonjour à vous tous. Madame la ministre, bonjour. François, un grand merci d'avoir invité, et je fais une correction peut-être, je suis le président de la conférence nationale des URPS médecins et non pas de l'UNPS. Et donc c'est au titre de la scène URPS que je m'adresse à vous. François, tu avais choisi un thème qui m'est apparu très tendance, si on peut dire, le futur de la relation médecin-patient. Vaste sujet, j'aime bien ce sujet-là, mais vaste sujet quand même, et on m'a demandé de faire très court et synthétique parce que je crois que la ministre est attendue par ailleurs, donc je vais aller au plus vite. C'est un vaste sujet, donc, et je pense qu'en effet, il est temps de se poser cette question. Il me semble déjà que poser cette question, c'est poser la question de l'avenir du colloque singulier. Nous traversons une époque où tout s'accélère, se complexifie, où peut-être des certitudes s'effritent, des doutes émergent. Et à ce moment de grande mutation de la société, il faut sans doute revenir sur les principes fondamentaux, comme le colloque singulier, qui est assurément le fondement de la relation
médecin-patient. Or, si on se penche aujourd'hui sur cette relation singulière entre le médecin et le patient, on s'aperçoit que, de fait, cette relation a évolué et évolue. Cette relation médecin-patient est devenue une relation partagée, une relation à distance, une relation augmentée, une relation contrôlée, une relation financière. Pour détailler et caractériser un peu plus ce que je viens de dire, une relation partagée, tant du côté des médecins que des patients du reste. Exemple, l'exercice pluriprofessionnel, les CPTS, les DAC, les IPA, les nouveaux diplômes dans les professions de santé, les délégations de tâches, les transferts de compétences, les patients experts, les tiers de confiance, voire l'ubérisation, c'est une relation partagée. Une relation à distance, eh bien oui, la télémédecine, téléconsultation, peut-être plus encore, téléexpertise nous éloigne peut-être du concept de colloque singulier. Une relation augmentée, évidemment, l'intelligence augmentée qui émerge, et ce n'est pas fini, constitue sans doute un véritable troisième acteur dans cette relation, de toute façon. Plus globalement, le numérique et tous les projets et tous les progrès afférents à tout ça, les réseaux sociaux, tout ce que vous voudrez jusqu'à l'ubérisation. Enfin voilà, cette relation est dite, à mes yeux, augmentée, et donc on est loin finalement du colloque singulier. Et puis, j'ai évoqué cette notion-là, une relation financière, économique et financière. Le tiers payant, les forfaits, la capitation, la financiarisation. Qu'est-ce que nous, médecins, on fait de tout ça? Comment on s'y retrouve dans ces nouvelles définitions? Et donc, dans ce contexte, on peut se demander, quid de l'indépendance, du libre choix, tant pour le médecin que pour le patient? Quid de la responsabilité des médecins, de la responsabilité professionnelle? Équipe de soins, très bien, le médecin est là. Et tu as raison, il faut que les médecins s'en emparent, sans aucun doute. Mais au total, quid de la responsabilité dans ce format-là? Peut-être rappeler en passant que la médecine n'est pas un commerce. La question qui nous est posée finalement, et j'abrège et je vais faire très court comme on me l'a demandé, c'est bien comment faire en sorte pour que les principes déontologiques permettent d'accompagner les évolutions techniques, organisationnelles, financières, sans les entraver pour autant. Les principes déontologiques, ça renvoie au colloque singulier sans doute, et c'est ça les principes fondamentaux sur lesquels on doit se reposer dans cette période de flottement, d'incertitude, d'instabilité peut-être. Donc, n'est-ce pas je termine par une question, n'est-ce pas à la déontologie de guider ces évolutions? Je vous remercie. Je vous en prie, installez-vous. Et merci pour ce constat, et vous avez bien fait de corriger votre titre. Merci beaucoup. Je vais appeler, pour finir cette prise de parole au niveau de ce constat, monsieur le professeur Rémi Salomon, président de la conférence médicale d'établissement CME de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Merci, monsieur Salomon. Merci. Alors, à mon tour de corriger, je suis effectivement président de la CME, commission médicale de la PHP, mais également président de la conférence nationale des présidents de CME de CHU. Donc, je représente devant vous l'ensemble des communautés médicales au sens large des CHU. Madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales du Sénat, monsieur le rapporteur général du budget de la sécurité sociale, cher François Arnaud, merci pour cette invitation qui me donne l'occasion, et c'est pas fréquent, de parler devant cette noble assemblée. Celui qui a créé les CHU, Robert Debré, il y a quelques décennies, souhaitait à la fin de sa vie que le CHU s'ouvre plus sur la cité, sur la ville. Force est de constater, plus d'un demi-siècle après, que ce souhait n'a pas été complètement comblé. Je pense qu'il est important que nous parlions plus, nous, les médecins hospitaliers, hospitalo-universitaires, hospitaliers, et l'ensemble des acteurs du soin, évidemment la médecine de ville.
Vous avez dit effectivement qu'on a, enfin vous avez rappelé le problème de la démographie médicale, qui est un des problèmes majeurs du moment et qui fait que l'accès aux soins aujourd'hui est difficile à certains endroits et dans certaines disciplines en particulier. Et c'est ce qui fait le fondement de notre pacte social républicain, c'est que chaque personne qui vit en France, où qu'il vive et quelle que soit sa condition sociale, puisse avoir un accès à un soin de qualité. Et donc, quand on parle de la démographie médicale, je pense qu'il faut, plus que nous ne le faisons aujourd'hui, se poser la question de savoir non seulement de combien de médecins nous avons besoin, mais également de quels médecins on a besoin, à quel endroit et dans quelle discipline. Et pour ce faire, je pense qu'il est important que les endroits où les médecins se forment, à l'hôpital, mais pas que, également en ville, ou dans d'autres structures du soin, puissent bien s'organiser pour les inciter à aller vers les disciplines où on en a le plus besoin. Donc je le dis parce que c'est important que les PCME sont ceux un peu qui, avec les directeurs d'hôpitaux, organisent les services et la qualité de l'encadrement pour les étudiants qui sont en 2e ou 3e cycle dans nos services. Alors, comme mon prédécesseur, je vais essayer d'être très court, et sur la thématique du futur de la relation médecin-patient, il m'a semblé qu'il était important de considérer d'une part l'évolution des patients, comment les patients aujourd'hui dans notre société vivent leur maladie ou même plus leur situation pathologique, car c'est souvent plusieurs maladies, et on voit que les choses ont évolué ces dernières années et continuent d'évoluer assez rapidement, et puis également de considérer comment nous, les médecins, et les médecins qui arrivent actuellement, les jeunes médecins, considèrent leur exercice professionnel. Et là, on voit aussi que les choses sont en train d'évoluer assez rapidement, et avec, vous l'avez rappelé, des technologies, notamment des technologies numériques et de l'intelligence artificielle, qui vont probablement bouleverser nos pratiques. La relation médecin-patient, elle est donc très impactée par les évolutions sociétales. Le patient aujourd'hui est beaucoup plus qu'il ne l'était il y a quelques années informé. Il a accès à une information et il a également un comportement qui est souvent un comportement dit consommateur. C'est la société de consommation et c'est vrai que ça change nos rapports médecin-patient. Les évolutions épidémiologiques, nous avons beaucoup plus de patients atteints de maladies chroniques, polypathologiques, de plus en plus âgés, et donc ça impacte également et ça change notre manière de voir les choses, et les patients sont plus qu'ils ne l'étaient dans le passé, acteurs également de cette relation médecin-patient. L'évolution dans les organisations, ça a été rappelé par les deux personnes qui ont parlé avant moi, dans la prise en charge, beaucoup plus que ce soit à l'hôpital par nature, évidemment on travaille en équipe, mais maintenant aussi en ville, de plus en plus on travaille en équipe pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire. L'évolution des technologies, la télémédecine, l'intelligence artificielle, la génétique, toutes ces techniques nouvelles qui font que le rapport, il y a une modification des rapports de la science et de la médecine, et également le marché qui intervient. Et je pense par exemple à ces autotests génétiques qui sont vendus par des marchands du temple et qui interviennent également dans l'accès aux soins des patients et dans la manière de concevoir la médecine. L'évolution des relations médecin-patient ont également un impact sur l'organisation du travail médical. Des nouveaux besoins de formation sont maintenant nécessaires, c'est-à-dire qu'il faut envisager la formation dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle. Également avoir des parcours professionnels qui soient plus qu'ils ne l'étaient jusqu'à présent, diversifiés, c'est ce que demandent les jeunes. Je ne veux pas faire toujours la même chose au même endroit, que ce soit pour l'hôpital ou pour la ville. Et donc réfléchir à donner, on parle souvent du parcours patient, mais aussi à donner un parcours professionnel où cette diversité puisse être accessible. Ça veut dire réfléchir au mode de rémunération, mais également au statut qui doivent s'adapter à cette plasticité, cette diversité dans le parcours professionnel. Également dans la relation médecin-patient, je l'ai évoqué avant, la communication, les outils de communication ont considérablement changé, et on le voit à l'hôpital, et je pense que c'est la même chose en ville, quand il y a un événement dit indésirable, c'est souvent par manque de communication des professionnels entre eux, manque de communication entre le médecin et le patient. Donc le futur, c'est bien entendu les technologies, les nouvelles technologies qui arrivent, évaluer la pertinence de ces innovations, très important de comprendre et d'évaluer si les soins que l'on prodigue avec les nouvelles technologies ou les nouveaux médicaments sont pertinents,
Et puis, bien entendu, la prévention que nous faisons avec l'ensemble des acteurs du soin, l'ensemble des déterminants des pathologies. C'est ce qu'on appelle la santé globale aujourd'hui, hein, et dans toutes les politiques, la santé intervient. C'est notre responsabilité que d'être acteur de cette santé globale. Enfin, préserver l'autonomie du médecin et du patient par rapport au marché, réguler les nouveaux produits et les services proposés. Former plus de médecins, je l'ai dit, et peut-être mieux informer le public. J'étais hier au conseil d'administration de la FHF, on avait une présentation par les deux sénatrices qui ont fait leur rapport sur la périnatalité, qui très justement, et c'est un sujet, hein, vous savez, les maternités très, très sensibles dans l'accès aux soins, qui, dans leur rapport, ont très bien pris en compte la notion à la fois de sécurité nécessaire, et c'est vrai que certaines maternités sont dans des situations de personnel de santé qui font que la sécurité n'est pas toujours présente, mais également l'accessibilité. L'accessibilité aux soins doit être toujours la préoccupation première. Et c'est vrai que ce que disaient les deux sénatrices, c'est que probablement la population n'était pas toujours bien informée de cette notion de sécurité. On fait des palmarès, hein, pour les hôpitaux, mais c'est vrai que pour les maternités, les gens ne savent pas qu'il y a par exemple 3 niveaux de maternité. Donc je crois qu'il est important qu'on puisse aussi sensibiliser les populations, travailler avec les collectivités territoriales et avec les associations de patients pour mieux les informer et ne pas rester sur des positions dogmatiques. Voilà, je juste terminer mon propos en disant que penser le futur de la relation médecin-patient, c'est anticiper la pratique de la médecine pour les prochaines décennies. C'est salutaire en termes d'organisation du système de santé, qui est trop souvent cloisonné, et c'est investir également le champ de la prévention et penser la formation non seulement des médecins, mais de l'ensemble des professionnels de santé et du médico-social. Je vous remercie. Professeur, merci. Si vous voulez bien vous installer à nos côtés également. Voilà, Madame la Ministre, le champ a été ouvert. Il vous revient maintenant de répondre, ou en tout cas d'essayer de répondre à ce certain nombre de questions. Le Président va vous accueillir et ce sera à vous de pouvoir prendre la parole. Bien, Monsieur le Président du Conseil national, cher François Arnaud, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et de partager cette ouverture de congrès. Et puis, vous m'avez dit que c'était votre DER. Donc, je vais d'emblée vous remercier pour tout ce que vous avez fait à la tête de cette noble et belle institution, parce que chaque président national apporte la pierre à l'édifice nécessaire à l'ordre des médecins. Donc, merci. Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales du Sénat et Monsieur le rapporteur général du budget de la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les professeurs, les docteurs, Mesdames, Messieurs les présidents des ordres régionaux, départementaux, les secrétaires généraux, les trésoriers, les conseillers, Mesdames, Messieurs, bon, je suis très heureuse d'être avec vous, tout simplement parce que j'ai été une modeste élue ordinale dans mon beau département des Landes pendant une grosse dizaine d'années, même une quinzaine d'années, et que, en définitive, je connais un peu l'institution de l'intérieur, et c'est pour ça que je connais l'importance de l'ordre des médecins. Et je tiens à vous remercier vivement de votre invitation, Monsieur le Président. Alors, je ne sais pas si je pourrais répondre à tous les sujets que vous avez mis sur la table. Ça va être difficile dans le temps qui m'est imparti. En tout cas, ils sont tous importants. Nous sommes dans une époque, un moment charnière. Alors, il y a longtemps qu'on le dit, mais nous le traversons et il dure depuis quelques années. Il va encore se poursuivre, de transformation de notre système de santé, système qui se transforme lentement, qui se décloisonne, et j'en suis très très heureuse, parce que vous en êtes les artisans également, et en définitive avec un sujet, c'est répondre aux besoins des populations, aux besoins populationnels de soins, de prévention, vous l'avez dit, professeur Salomon également, et nous avons besoin tout simplement de travailler ensemble à l'organisation de tout cela.
et je sais que vous êtes partie prenante et tout à fait prêt à... et que vous intervenez en permanence pour justement travailler dans cette transformation. Alors, je voudrais quand même aborder quelques sujets qui me tiennent à cœur aujourd'hui et revenir sur la publication de votre observatoire annuel de la sécurité des médecins. Les résultats de l'année 2023 sont très préoccupants, je trouve. Augmentation de 27% des actes de violence envers les médecins. Ces chiffres sont d'autant plus inquiétants que nous savons par ailleurs qu'ils sont sous-estimés parce que beaucoup ne déclarent pas les choses. Et on ne le dira jamais assez, c'est bien sûr tout cela totalement inacceptable. La violence est inacceptable en général, mais je crois que dans cet exercice où quelqu'un essaie d'aider quelqu'un d'autre, tout simplement en lui prodiguant des soins et en l'écoutant, eh bien, ces violences sont, à mon sens, encore plus inacceptables. Je sais que vous attendez un appui du ministère de la Santé sur ce sujet, et notamment sur les dispositifs d'alerte et d'accompagnement des professionnels de santé. Et bien sûr, nous allons reprendre les travaux initiés par Agnès Firmin-Le Bodo pour garantir aux soignants d'exercer dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Et je tiens vraiment à ce que cela soit fait dans les meilleurs délais. Je voudrais aussi aborder avec vous le sujet essentiel, vous en avez beaucoup parlé tous, et de l'accès aux soins, et vous avez bien tous vu qu'il figure désormais dans l'intitulé du ministère. Et je tiens beaucoup à cet intitulé accès aux soins parce qu'en fait c'est une réalité quotidienne vécue par nos concitoyens. Et vous parliez tout à l'heure, docteur, monsieur le président de la conférence des URPS, c'est ça? Vous parliez tout à l'heure du libre choix des patients. Il y a beaucoup de patients qui n'ont pas de choix. Et ça, c'est une vraie préoccupation. Donc, bien sûr, nous avons des besoins qui augmentent en permanence, et vous le savez. Une démographie avec une population vieillissante, des maladies chroniques de plus en plus présentes en développement, donc des besoins médicaux et, vous le savez aussi, des inégalités de répartition territoriale qui touchent particulièrement les médecins. Partant de ce constat que les médecins s'installent le plus souvent sur leur territoire d'origine, dans un territoire qu'on connaît, eh bien, je crois qu'il faut que nous travaillions d'abord à ce que le Premier ministre a porté en parlant d'un nouveau programme qu'il a appelé Hippocrate, c'est un joli nom, et qui est tout simplement de pouvoir faire venir des jeunes étudiants ou des jeunes stagiaires sur les territoires afin tout simplement qu'ils connaissent ces territoires et de susciter des vocations à s'installer dans des territoires éloignés des universités. Et je crois que nous avons vraiment intérêt à travailler sur cette universitarisation également des départements qui sortent un petit peu des CHU. Non pas que les CHU soient inutiles, mais qu'il faut également permettre à ces jeunes stagiaires ou à ces jeunes étudiants ou à ces jeunes internes de pouvoir aller dans les territoires, dans tous les territoires de la nation. D'abord, je crois que c'est très formateur, et puis ensuite, ça leur permettra de mieux connaître les besoins de ces territoires, mieux connaître les populations, mieux connaître l'environnement, mieux connaître leurs confrères, leurs futurs confrères, et leur donner envie de s'installer. Et puis, bien sûr, nous avons le sujet en construction de la 4e année d'internat en médecine générale, notamment pour les mises en place des médecins seniors sur lesquels nous travaillons. Donc, nous travaillons à des solutions qui ne sont pas simples à mettre en œuvre, qui nécessitent de la coordination, de la compréhension, de l'acceptation aussi des uns et des autres. Mais je crois qu'il faut que nous poursuivions parce que travailler sur toutes les étapes du parcours, avant, pendant et après les études médicales, est absolument majeur pour pouvoir donner cette connaissance sociologique et ces besoins en santé publique à tous nos étudiants en médecine. Et puis, bien sûr, vous le savez, trop de Français rencontrent des difficultés d'accès à un médecin, qu'il soit généraliste ou spécialiste.
Nous devons donc construire collectivement des solutions pour les patients qui n'ont pas d'accès à un médecin, qu'il soit en milieu rural ou urbain, puisqu'en milieu urbain aussi, se construisent actuellement des déserts médicaux, ce qui est quand même assez terrible. Donc nos territoires et les acteurs qui en ont une fine connaissance créent déjà de nombreuses initiatives pour améliorer cet accès aux soins. Et je veux saluer tous ceux qui sont engagés là-dedans, que ce soit les CPTS, que ce soit les services d'accès aux soins, voilà, que ce soit les contrats locaux de santé où participent aussi les élus locaux. C'est vraiment, ça montre vraiment qu'il y a que ce besoin a bien été identifié et que tous les acteurs s'alignent pour travailler et pour aussi décloisonner les exercices médicaux plutôt en parcours entre la médecine libérale, l'hospitalisation, qu'elle soit publique ou qu'elle soit aussi privée. Et je crois que tous ces liens sont très importants pour donner des solutions à nos concitoyens. Alors, vous le savez, et ça paraît aujourd'hui un peu plus dans la presse ou depuis hier, en fait, les parlementaires qui veulent porter des initiatives de loi, quelquefois de coercition, en définitive, il faut bien se rendre compte que les parlementaires, ils portent tout simplement l'inquiétude des populations qu'ils côtoient tous les jours. Ils sont sur le terrain et ils relaient cette inquiétude et ils essaient de proposer des solutions. Donc, moi, je crois qu'il faut que nous écrivions l'histoire ensemble, avec les parlementaires, avec les élus locaux, et bien sûr avec vous et avec les syndicats, bien sûr, qui sont tous responsables dans ce domaine. Donc, évoquer l'accès aux soins, eh bien, c'est pour moi quelque chose de majeur et nous allons continuer à travailler dans ce domaine avec beaucoup d'engagement. Et puis, évoquer l'accès aux soins, ça m'amène forcément à aborder un autre sujet très important, c'est celui de l'attractivité du métier de médecin. Et je tiens à rappeler ici l'engagement du gouvernement. Alors d'abord, il y a toutes les dispositions conventionnelles et elles sont respectées, notamment dans le prochain PLFSS où la convention est honorée et sera respectée à propos de la rémunération des médecins, bien sûr. Mais je sais que c'est un sujet auquel vous êtes sensible, Monsieur le Président, et sur lequel vous êtes engagé. Et j'apporte une grande attention aux 5 propositions que vous avez formulées pour améliorer cette attractivité et nous aurons l'occasion d'y travailler ensemble en profondeur. Et puis, je l'ai dit et je le redis, l'accès aux soins, c'est aussi la coopération entre les professionnels de santé. C'est un sujet qui fait débat, je l'entends. Parler d'infirmiers en pratique avancée, d'accès direct, toutes choses qui font débat. Moi, je crois que nous avons collectivement intérêt à renforcer toutes les nouvelles formes de coopération, qu'il s'agisse des maisons de santé pluriprofessionnelles, des communautés professionnelles, de territoires de santé. Bien sûr, un travail en équipe est toujours plus profitable qu'un travail isolé. Et bien sûr que chacun doit avoir sa formation, ses responsabilités et doit pouvoir travailler en confiance. Donc, je veux que nous poursuivions le travail dans ce sens afin d'apporter là aussi des solutions rapides et adaptées à chaque patient. Sur l'accès aux soins toujours, je réunirai dans les prochaines semaines le comité de pilotage du plan pour les patients en affection de longue durée sans médecin traitant. Et je sais que le Conseil national de l'ordre des médecins, qui est naturellement membre de ce comité et qui a toujours eu cœur à contribuer à ce sujet, sera présent et je vous remercie de nous épauler dans cet objectif et ce travail. Et puis, autre sujet que je tiens à aborder devant vous, c'est sécuriser l'exercice des PADU qui existent sur notre territoire. Je veux saluer votre contribution, car je sais que ce dossier vous mobilise beaucoup. Ainsi, nous publierons très prochainement 2 décrets en application de la loi dite Valletoux. Pourquoi dite la loi Valletoux? Le premier pour permettre aux PADU de bénéficier d'une attestation d'exercice provisoire de 13 mois renouvelable le temps de se présenter aux épreuves de vérification des connaissances, et le deuxième pour créer le statut de praticien associé contractuel temporaire durant cette période.
et je supervise également les travaux de rénovation des futures épreuves de vérification des connaissances pour l'année 2025. Et pour conclure sur un dernier sujet que vous avez évoqué, Monsieur le Président, je tiens à souligner votre engagement dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Nous devons continuer à lever les tabous et améliorer sans arrêt nos outils pour faire reculer ces violences. L'enquête que vous avez diligentée, je ne l'ai pas encore lue, mais je sais que je la recevrai et qu'elle nous permettra d'avancer, j'en suis certaine. Tolérance zéro, je partage cela avec vous et je travaille activement sur cette question également, que j'aurai l'occasion de décliner prochainement dans un plan d'action qui comportera des mesures très concrètes et bien sûr, nous nous inspirerons aussi des conclusions de votre rapport. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus longue, mais je voulais redire à quel point le CNOM est un partenaire incontournable du ministère pour mener les transformations de notre système de santé. Je connais votre engagement quotidien au service des médecins et de l'intérêt des patients. Vous êtes des garants essentiels de la qualité de notre offre de soins. Je n'ignore rien non plus des critiques ou attaques dont le corps médical est parfois la cible. Vous pouvez compter sur mon soutien pour défendre les médecins et le corps médical, bien sûr. Mais je sais aussi, Monsieur le Président et Mesdames, Messieurs ici présents, que l'ordre est le garant de l'éthique et de la déontologie. Et je tiens beaucoup à l'éthique et à la déontologie. Et qu'à l'heure où la transformation, à l'heure de la transformation et du décloisonnement de notre système de santé, à l'heure aussi de l'évolution vers, vous en avez parlé, la financiarisation de certains secteurs qui nous inquiètent tous légitimement, je vous remercie de rester les vigies et les gardiens des valeurs qui doivent guider chaque médecin dans cet avenir que nous devons construire ensemble. Donc, je compte sur vous pour être à la fois des innovateurs, nous aider à travailler au futur, mais aussi être un peu les gardiens de ces valeurs qui me paraissent essentielles à la profession que nous affectionnons tous, celle de médecin, où nous avons, je crois, pris l'engagement d'être au service de nos concitoyens, à leur écoute et surtout de mettre toutes nos compétences pour faire en sorte qu'ils aillent mieux. Merci à toutes et à tous.